la promenade des Anglais, c'est un cimetière maintenant. Et quand j'y vais, c'est presque plus comme si j'allais sur la tombe en fait de ma mère. À la base, on voulait juste voir les feux d'artifice et exploser dans le ciel. Et que d'une fraction de seconde, elle est passée de la joie à l'horreur. Dans la foule à Nice, lors des festivités du 14 juillet, ça s'est passé après le feu d'artifice. Qu'est-ce qu'il y a exactement ? Il y a un camion qui a renversé beaucoup de monde. La France de nouveau frappée par un attentat. Cette fois, c'est la ville de Nice qui a été visée. Et là, à ce moment-là, je comprends qu'ils nous foncent dessus. Je comprends pas de suite que c'est un attentat. Mais ce que je me dis, c'est... Mon Dieu, s'il te plaît, je veux pas voir ma fille mourir sous les roues de ce camion. Ça sentait pas l'odeur habituelle qu'on a l'habitude sur la mer, la promenade, on traverse, on a le vent marin, c'est pas la même chose. Là, ça sentait vraiment la mort. Le conducteur du camion qui était seul à bord a été abattu par les forces de l'ordre et des scènes de panique cette nuit à Nice où des dizaines de personnes se sont mises à courir pour fuir les lieux de l'attaque. Ma fille est morte ce soir-là, je ne peux pas accepter, rien que pour elle, rien que pour sa mémoire, je ne peux pas accepter d'être mort moi aussi ce soir-là. Ce qu'on nous a enlevé ce soir-là, c'est notre insouciance, notre sécurité, notre joie de vivre aussi. Je suis plus du tout la même personne. Ça a brisé ma vie. Je m'appelle Audrey Borla, j'ai 23 ans. Et j'ai perdu ma sœur jumelle lors de l'attentat de Nice il y a 10 ans, le 14 juillet 2016. C'était une soirée de fête nationale et qui dit soirée de fête nationale, ma sœur allait du coup rencontrer son futur petit copain. Donc elle était toute joyeuse, elle se préparait, etc. Elle se pomponnait. Elle était contente, très heureuse de cette soirée en perspective. Et je regarde ma sœur, tout ça, et je la vois bras dessous avec ma mère. Je t'aime maman, je suis désolée de m'être disputée avec toi la veille, tout ça. Je suis trop heureuse, j'ai officialisé avec lui, etc. C'est la dernière image que j'ai d'elle. Parce que juste après, du coup, je me tourne et c'est là que j'entends la foule, attention au camion, ça crie de partout, etc. Donc nous, il est un peu loin quand même dès que je me tourne, mais il va tellement vite qu'on a vraiment une demi-seconde pour vite se déplacer. Donc moi, je prends ma copine, je la pousse sur le côté gauche parce qu'en fait, elle était vraiment dans l'axe du camion. Et je me souviendrai aussi toute ma vie, c'est la dame, il y avait une dame... devant nous, elle était en béquille et malheureusement en fait elle s'est faite percuter et je revois encore son corps démembré devant nous, tomber, rouler. Vous savez, c'est le bruit, c'est un choc, c'est choquant en fait, tout ce qu'on voit d'un coup, les images, puis le camion qui passe d'un coup, l'odeur du moteur, du camion, cette chaleur, c'est intense en fait, mais tout se passe très très vite. Très très vite. Et là, j'ai eu une énorme douleur dans la poitrine qui m'a pris à empêcher de respirer. Sur 5 minutes, j'ai dû m'asseoir, reprendre mon souffle. Et au bout de 5 minutes, plus rien. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, parce que je la sens plus. Quand il y a eu l'attentat, etc., je sentais ma sœur près de moi. Et juste après ça, je la sens plus. Et là, je me suis dit, c'est terminé, c'est sûr, elle est plus là.
avec un fond vert, une blonde. Célia, ça vous arrive souvent de venir vous recueillir ici? Bah oui, oui quand même. Bah, pour les anniversaires et puis pour les hommages en général, on passe toujours par là. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici, de voir déjà la photo de votre maman et la photo de toutes ces personnes? Bah, je trouve qu'à chaque fois quand on voit la liste des noms et les photos, on se rend plus compte quoi, qu'il y a des gens derrière et que en fait il y en a vraiment beaucoup quoi. Et ça nous fait pareil quand il y a les noms qui sont énoncés à chaque hommage. Je trouve que ça fait prendre la mesure aussi que 86 c'est pas que un nombre et que derrière il y a des gens. Donc, je m'appelle Célia Vial et j'ai perdu ma mère le soir du 14 juillet 2016 et mon père a été blessé. Et donc pendant 4 jours, en fait, on savait pas où elle était. Elle a été portée disparue pendant assez longtemps. Ouais. On a su, une fois qu'il y avait la radio des dents et tout ça, qu'en fait elle était au reposoir donc à Pasteur, elle était décédée. On percute pas du tout et en fait c'est assez irréel et ben c'est toujours pareil, hein, on se dit que c'est toujours les autres à qui ça arrive ce genre de truc. J'y croyais pas, enfin je pensais pas que ça allait changer autant nos vies en fait, hein. C'est vrai que on percute pas que ça va être qu'il va y avoir un avant et un après à ce moment précis. Ouais. Et en fait, on s'écrivait des messages dans la journée. Peu avant, moi, j'ai envoyé les concerts que j'allais voir, j'ai envoyé des photos. Elle venait de m'envoyer des photos du 14 juillet, hein, de la soirée. Et pour faire face à cet épisode traumatique, vous avez fait le choix notamment de vous réfugier aussi dans l'art, dans votre art. J'élève des vers à soie parce que notamment ma mère me ramenait des vers à soie quand j'étais petite. J'ai beaucoup parlé de ça en fait dans mon travail, j'ai beaucoup parlé du retour à soi et c'est pour ça que je parle beaucoup de l'image du cocon parce qu'il y a vraiment ce truc une protection d'urgence et pour après sortir, ce qui n'est pas simple de sortir de son cocon après. C'est peut-être ça la phase que j'entame. Je le recrochette tout autour. Et donc il y a aussi cette idée de mort collective hein, quand même. Et de l'étiquette et le prénom, tout ça. Il y a aussi ce truc de présentation des corps dans les morgues. Enfin, en fait, j'ai pas la vie de quelqu'un de mon âge, quoi. J'ai opté pour quand même le plus possible de calme et de lenteur, en fait. Et même dans mon travail artistique, c'est ce qui revient beaucoup, c'est un besoin de sérénité et qui vient par cette espèce de lenteur. Ouais, j'ai des insomnies très très fortes, quoi. Je m'endors 7h du matin, souvent, donc les journées, c'est pas évident. Mais enfin, c'est pas évident d'être sur le même rythme que le reste du monde. Ouais, ça a eu beaucoup d'impact, notamment sur ça, sur ma peau. J'ai eu beaucoup
d'eczéma très très conséquent où j'ai été vraiment alitée, quoi. Il y a eu des périodes d'alitement complet. Donc en fait c'est ça, c'est mon corps aussi j'ai eu l'impression qu'il voulait ce repos et cette lenteur et ce temps calme après toute cette tempête. Partez! Côté de fond! Là-bas, partez! Les morts, l'arrêt cardiaque. Il faut la faire. Il y a un bébé ici, il y a un enfant! Ici! Je m'appelle Alain Dariste et le soir du 14 juillet, j'ai perdu ma petite fille Léana, âgée de 2 ans et demi. Nous étions à la maison avec ma femme et on a reçu un coup de téléphone de ma fille, donc la maman de Léana, qui hurlait au téléphone en disant que Léana était par terre, qu'elle ne respirait plus. Donc nous, on n'a pas compris ce qui se passait. Et comme elle hurlait, elle nous a dit qu'elle était sur la prom. Donc on a pris la voiture, on est descendu. On est descendu à Magnan, on s'est arrêté à Magnan. Et en marchant, on a vu un corps par terre qui était allongé, avec un drap dessus, tout seul, abandonné. Et là, on s'est dit quelque chose qui n'allait pas et on a commencé à courir. Et on a vu quelques corps, elle était pratiquement au début. Donc on a vu quelques corps et puis après on est tombé sur notre petite fille qui était en train de se faire réanimer. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait elle, son cousin et leur grand-mère. Les jours qui ont suivi, on était comme dans une bulle, c'est-à-dire qu'on était complètement coupé du monde extérieur, on était enfermé avec ma fille. Et comme tous les grands-parents qui perdent un petit enfant, il faut aussi s'occuper de la maman de cet enfant, donc qui est notre fille. Et c'est compliqué parce qu'on ne sait pas du tout comment va être sa vie. Et on sait que nous, on va partir et on sait que quand on partira, on sait qu'elle sera toujours malheureuse, donc on ne pourra pas partir sereinement. On aura toujours ça sur nous, en nous. C'est une double peine. Plus que la petite, elle vivait chez nous avec notre fille. De toute façon, nous, je parle pour tout le monde, le 14 juillet, pour nous, on y pense 70-80% par jour, du lever jusqu'au coucher. On est passé un peu par toutes les situations. Une qui reste fortement, c'est la colère, ça c'est sûr. Et puis la tristesse aussi. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse apaiser, même si on rencontre des amis, même si on rigole, si on vit. Mais on est toujours attaché à notre petite fille et à ce drame, et c'est en nous. Donc on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui n'a pas vécu cette chose-là, parce que nous, entre victimes, quand on parle, on se comprend. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'amitié avec d'autres victimes endeuillées. Et c'est les seules personnes avec qui on peut parler vraiment sérieusement, ou un peu moins sérieusement, mais c'est les seules personnes qui peuvent comprendre. Allez. Salut, ça va? Ouais, ça va. Bon? Ouais. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la 6e journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. La mémoire ne sert pas seulement à regarder le passé. Elle éclaire et protège l'avenir. Comment on se reconstruit après avoir vécu un drame comme celui-là? La reconstruction, elle est difficile parce que vous avez plein de projets que vous êtes obligé de laisser tomber. Il faut passer à autre chose. Et en essayant de passer à autre chose, que ce soit dans le travail ou dans ces nouvelles amitiés, c'est ensemble qu'on peut se reconstruire. Si on reste seul, c'est la fin, quoi. Donc il faut du soutien avec les amis, avec la famille.
C'est un combat quotidien et je ne pense pas qu'on arrivera à se reconstruire. De toute façon, il y a encore plein de choses qui font qu'on ne peut pas se reconstruire, comme le procès sur la sécurité, toutes ces choses-là qui font qu'on est toujours en attente de quelque chose. Comment est-ce que vous décririez votre petite fille? Comment elle était? C'est une petite blondinette qui avait du caractère. Elle était marrante, elle était curieuse, elle était une petite fille de son âge, 2 ans et demi. Petite fille comme une autre. On va prendre le panini. J'ai pas faim. T'as pas faim? Ah non, tu vas manger. J'ai trop mal au ventre. Tu peux pas rester à jeun, Kenza. Déjà, t'as pas dormi? Regarde comme elle est belle, la mer bleue comme ça. Regarde ce bleu magnifique. Il n'y a que à Nice qu'on a ce bleu d'ailleurs. Hein. Quand tu vas ailleurs, tu trouves pas cette couleur-là de la mer. Alors, les gens, ils nagent tranquilles. Quel bonheur. Je sais pas si on aimerait un jour revenir nager là. C'était un endroit où on adorait se balader, faire des pique-niques, comme tous les Niçois, quoi. Et c'est vrai que depuis l'attentat, j'ai mis beaucoup de temps déjà à revenir sur la prom. C'est un endroit quand même très très beau. La mer elle est bleue, les galets et tout. Et je pense qu'il faut en profiter quand même. Donc je pense qu'on va essayer de battre cette peur et venir plus souvent un peu. Voilà. Là c'est difficile quand même aujourd'hui pour Oui, toi, quand même. Oui, un peu. Pourtant on est loin là. Très loin, oui. On est très loin de là où ça s'est passé. Je sais. Mais même le sol, c'est le même. Du coup ça me fait des flashbacks et tout. Donc pareil. Même les bancs, les lumières, les arbres et tout. En fait, je vais au stand de bonbons, les filles voulaient des bonbons. On est juste après la pergola qui suit le Negresco en allant plus vers Masséna. Et j'arrive au moment où je passe les bonbons au marchand et c'est à moi de payer. Et là, en fait, Kenza me dit « Maman, il y a un camion ». Elle me le répète plusieurs fois. Et au début, je me retourne, je vois un camion monter, il était en train de monter. Et Kenza, elle me le répète avec une voix très bizarre. Et là, je me retourne et en fait, je vois qu'il se met droit et qu'il accélère pour foncer sur le stand. Et là, à ce moment-là, je comprends qu'il nous fonce dessus. Je ne comprends pas de suite que c'est un attentat. Mais ce que je me dis, c'est mon Dieu, s'il te plaît, je ne veux pas voir ma fille mourir sous les roues de ce camion. Et donc, je lui dis, couche-toi. Et en fait, je la plaque au sol très fort. Elle a gardé des bleus, des contusions pendant plus de 2 semaines. Kenza au dos, aux cuisses, tellement je l'ai plaquée fort et je me suis jetée sur elle fort. En plus, c'est un 19 tonnes qui nous fonce dessus. Et moi, je l'ai vu broyer Kenza sous le camion. Je l'ai visualisé vraiment cette scène. Moi, c'est comme si tout s'était mis en pause d'un coup. Et quand on a cette émotion, on ne l'oublie plus jamais. C'est pour moi l'un des pires traumatismes qui reste jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, donc je suis professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et nous avons travaillé depuis 10 ans pour construire un centre spécialisé d'expertise pour les enfants et pour leurs familles qui avaient subi bien sûr le drame du 14 juillet 2016, mais aussi qui est ouvert aujourd'hui à tout type de psychotraumatisme. Il y a eu 15 enfants qui sont décédés au cours de ce terrible attentat
et un nombre très important de blessés physiques, mais aussi surtout de blessés psychiques. Ce qui a été spécifique de l'attentat du 14 juillet, c'est sa brutalité déjà, hein, un mode opératoire très violent. Dans le traumatisme de masse, comme je vous le disais, malheureusement, l'enfant est impacté, les parents souvent le sont aussi. On sait de façon sûre et certaine que si le parent est impacté et ou développe lui aussi un psychotraumatisme, les chances d'évolution de l'enfant sont gravées. Donc il faut aussi aider les parents à aller mieux. C'est vraiment très important. Le cœur battant du psychotraumatisme et du trouble de stress post-traumatique, pour les enfants comme pour les adultes, c'est la reviviscence. C'est-à-dire vous revivez malheureusement à votre insu le moment traumatique qui revient. Et là, ça peut hanter des personnes pendant de très nombreuses années, hein, et limiter leurs possibilités de développement professionnel, affectif. C'est une catastrophe. Donc je vais vous expliquer exactement comment ça s'est passé, en sachant que c'était la pergola qui était devant le Negresco. Il arrivait à toute vitesse, en zigzagant comme s'il était ivre. Et là, je l'ai vu, et j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai pas eu le réflexe de prendre la poussette, mais j'ai eu le réflexe de faire ça. Donc il m'a frôlé la cuisse, il s'est tapé la pergola, et il est reparti sur la route, en tapant le lampadaire. Et ce pauvre gosse, la tête est tombée là, le corps est parti dans la calandre, et il y a une dame qui est sortie de là, quelque part, et qui a pris la tête comme ça, et elle m'a dit « Madame, mais il est mort ». Oui, oui madame, il est mort. Et là, j'ai vu mon copain qui remontait de la plage, je suis allée vers lui, et on est parti comme des lâches, on est parti, on a retraversé le long du Negresco. Bonjour, je m'appelle Caroline Gouzet de Harvan, j'ai 67 ans. J'étais sur la promenade devant le Negresco, à hauteur du Negresco, le jour du 14 juillet 2016. Et c'est au procès que j'ai réalisé que c'était le petit Kilian, que sa maman était décédée pendant l'attentat et que le père s'était suicidé. Depuis ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas eu le réflexe de prendre la poussette ? Et je vous assure que j'en ai des cauchemars tout le temps et que j'ai beau essayer de me dire, allez, on avance, je fais un pas, je fais 3 pas en arrière, je fais un pas, je refais 2 pas en arrière. Et je crois que toute ma vie, je me sentirais coupable. Ça, on a beau, j'ai vu des psychologues, des psychiatres que je continue à voir, je n'arrive pas à accepter. Je suis quelqu'un d'assez réactif et je m'en veux que cet enfant soit parti. J'aurais préféré que ce soit moi que lui. Il y a des hauts, des bas, on a beau essayer. Alors on me dit, mais il faut que tu sois résiliente. Je suis résiliente, mais j'accepte pas. Alors, c'est pas résiliente. Je sais pas quel est le terme. Je crois qu'il doit y avoir un nouveau terme parce que on a beau essayer d'accepter, c'est inacceptable. Notre vie est foutue, mais leur vie, elle est carrément finie. Mais la nôtre, nous, on doit accepter de vivre avec tout ça. Et c'est inimaginable. C'est inimaginable. Mais on a la chance d'être survivants. Et on a la chance de pouvoir transmettre et de dire aux gens, mais faites bien attention. Et c'est peut-être là notre rôle. Vous savez, il y a la culpabilité d'être victime déjà. Par façon paradoxale, les victimes se sentent coupables d'avoir été victimes. Mais c'est terrible, c'est d'une puissance incroyable la culpabilité d'être victime. La culpabilité du survivant, c'est dans le deuil. Alors là, quand il y a les problématiques de deuil, ce sont des problématiques très très complexes dans le psychotrauma, parce que souvent ce sont des deuils traumatiques, parce que très brutaux, très difficiles à anticiper, et la relation avec le survivant comme avec le parent décédé peut être très complexe pour l'enfant à se mettre en place et à être élaboré. C'est un travail très délicat et qui demande beaucoup de temps et d'expérience.
Le lit était défait, il y avait encore ses affaires, ses pantoufles, sa brosse à cheveux et tous les trucs comme ça. Et même dans les petits détails, les petits trucs. Même une mèche de cheveux sur une brosse à cheveux. On se dit mais c'est horrible, c'est horrible. Donc tout ça on l'évite du regard, on l'évite au toucher. Pourtant c'est des choses qu'on s'accroche aujourd'hui parce qu'on se dit bah c'est des choses qu'on a connues, qu'elle a touchées, il y a peut-être son odeur, des trucs comme ça. Aujourd'hui, j'ai encore des choses à elle. J'ai compris que cette histoire était vraiment ma force, mais elle me définit pas pour autant en fait. Je suis une personne à part entière. J'ai perdu ma sœur, ma moitié, le 14 juillet. Je suis à moitié morte parce que oui, ce jour-là, on m'a enterrée aussi. On a enterré ma sœur, mais on m'enterre aussi parce que c'est ma moitié en fait. Si je me détache pas de tout ça, qu'est-ce que je fais en fait ? Je peux sombrer, je peux tomber dans l'alcool, dans la drogue, dans les mauvaises réputations. Je peux faire... Si je me détache pas de tout ça, je vais pas de l'avant. Pourtant, j'ai fait des crises de boulimie, je me suis mutilée par rapport à ça, parce que j'avais besoin de ressentir quelque chose, j'avais besoin de me sentir utile, parce que pendant beaucoup de temps, je me suis sentie inutile dans les choses que je fais, même en cours, etc. Mais c'est juste parce que j'ai cette culpabilité aussi du survivant. Pourquoi moi, pas elle qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'autorise ça, etc. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Nice, je trace une croix en permanence. Il y a toutes les rues qu'elle a fréquentées, le collège, les années primaires, tout ça. Puis en plus, ils ont fait une allée avec écrit Laura Borla. Donc, il y avait vraiment trop de souvenirs où je me disais, elle est passée par là, et tout ça. Donc, c'était vraiment physique, quoi. 10 ans après, moi, j'avais fait des études d'esthétique pour ma sœur parce que c'est ce qu'elle voulait faire, en fait. Du coup, je me suis dit, j'honore sa mémoire. Mais aujourd'hui, je suis barmaid chef de rang dans un restaurant et j'ai quitté la région. Donc, quand j'ai rencontré mon petit ami, Enzo, on s'est dit, bon, bah, on part à Paris ensemble et puis on verra si ça te fait du bien. Et au final, c'était la meilleure décision de toute ma vie, quoi. Parce que j'ai compris que Nice, en fait, en soi, ça reste une ville. Et malgré le fait qu'il y ait eu l'attentat, encore une fois, ça ne définit pas Nice. Nice, c'est ma ville, je l'aime de tout mon cœur. Et puis, quand je suis loin de cette ville, je suis loin de ma sœur. On était meilleures amies, c'était la femme de ma vie, c'était ma moitié, c'était ma sœur jumelle, ma confidente. Moi j'étais introvertie, elle était extravertie et elle avait cette force de caractère d'aller voir les gens, de faire du bien pour les gens, d'écouter, cette bienveillance. Et puis moi j'étais en retrait, un peu plus timide, on fait attention, on connaît pas, etc. Et puis aujourd'hui je suis tout l'inverse. Aujourd'hui je suis les deux à la fois. Mais vraiment, j'ai toute sa partie qu'elle avait et que je n'avais pas, j'ai tout récupéré. Comme si du coup on fait qu'un, parce que forcément maintenant, enfin moi je sais très bien que elle vit à travers moi et tout ce que je fais aujourd'hui, je vis pour elle, quoi. Tu veux t'asseoir, Thierry? Tu préfères rester debout? Non, il y a la petite musique de Tino Rossi avant. Ce soir, la Méditerranée. Voilà, pour nous mettre sur une fausse piste. L'autre écueil, ce serait d'être trop pathos, quoi, d'être trop là, regardez, ça va être terrible ce que je vais vous raconter. Donc, c'est vraiment de trouver cet endroit très ténu, quoi, cette ligne très, très fine. Le 14 juillet 2016, à Nice, à 22h33, 34, 35, que pensez-vous que fit l'ennemi, sinon le fou? Il joua son rôle. Quant à nous, cœur de cible, lyrique, soprano, baryton, chœur, catastrophe, amputation, panique, larmes, clameur, téléphone, cigarette. Les proches étincelants, sur eux le salut et la paix. L'agent de pouvoir, pardi, dans son rôle, c'est pas nous, on avait tout bien fait. Je m'appelle Thierry Vimal, j'ai 55 ans, je suis écrivain, je l'étais depuis avant l'attentat de Nice, attentat donc j'ai perdu ma fille qui avait l'âge de 12 ans. Je m'empare d'un drame qui est collectif, qui appartient à tout le monde, et aux victimes d'abord, et puis ensuite à toute
toute la France. Et puis au moment des 10 ans, où je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait des initiatives. On ne peut pas laisser les 10 ans au pouvoir public, à la presse. Il faut qu'il y ait des initiatives personnelles de gens, des artistes et des sportifs. Et moi, je me suis dit, moi, ce que je pourrais faire, c'est d'adapter cette chronique, donc qui s'appelait Ça passe crème, de l'adapter en spectacle vivant, dans le théâtre, et voilà, et c'est ce qu'on fait. C'est une façon de me positionner en tant qu'artiste, de montrer que dans ce drame, cette abomination, on doit en faire des choses qui sont des manières de répondre à la violence, hein, des manières de répondre, et des manières de parler aux autres et des manières de parler aux futures générations. Et la seule manière d'être vivant, c'est de faire des choses comme cette pièce de théâtre. C'est très vite les parties civiles. Les parties civiles, c'est le début. Hein. Bon, d'accord, mais non, s'il y a 2 actes, ça veut dire qu'il y a du temps quand même. Quand même. Est-ce qu'on rajoute verdict? Voilà. Moi, je serais tenté de dire oui, mais je... Moi, j'ai envie de mettre la fin. Ouais. Bon, bah alors mettons-la. Il y a des fois où je regarde mon entourage, les gens autour de moi, et je dis en fait, je vais mieux que eux tous. Ils sont tous, tout le temps, fatigués, dépassés. Attends, oui, mais après ça... Alors, je dis pas que j'ai pas des bas, hein, j'ai des très, très, très bas, mais je dirais que sur l'ensemble, je trouve que souvent, j'ai plutôt mieux que les autres gens. Ouais, souvent. En me disant, peut-être j'ai payé le prix fort, pour ça, mais je pourrais passer à côté et galvanisé par l'idée de la mémoire de ma fille de lui faire honneur. Voilà, c'est une question de dignité. Finalement, la dignité, au bout du compte, j'ai l'impression qu'au bout de 10 ans, la dignité, c'est pas d'avoir repris un boulot, c'est pas d'avoir écrit des beaux livres, c'est machin. La dignité, c'est d'être heureux à nouveau, quoi. Non. Si, moi je te montre quand même. Non. Ah oui, ça. Elle a trouvé ce petit coussin, vas-y, Elle montre-la. a déjà trouvé. Et elle a créé des anti-stress, toute seule. Ils sont où? Je sais pas. Mais non, vas-y, montre-les. Non. Attends. Non, bah vous filmez pas alors. Ah ouais. J'ai un doudou. Même quand il est pas bon. On a ici. Non, ça doit être quelque part, t'inquiète pas. Ça, c'est mon doudou de naissance. Doudou Areux, il a un petit prénom. Ça, du coup, c'est les doudous qu'on m'a offert quand j'ai perdu mon doudou lapin. Il y en a des autres qui doivent être dans le lit, hein, je te le dis. Ouais. Je sais pas où ils sont. Ça, c'est doudou rouge. Ça, c'est un des doudous précieux aussi. Lui, il a son frère jumeau, donc lui, je vais le trouver. Il est là. C'est des jumeaux, ça, ils sont très importants. Des petits jumeaux. Ça, c'est le doudou qu'on m'a offert au procès. Je m'appelle Kenza, j'ai 13 ans, je vais avoir 14 ans. Ma passion, le foot. Il faut dire qu'à ce moment-là, tu étais toute petite. J'avais 4 ans. 4 ans. Ouais. Tu te souviens de ces tout. images-là? Oui. Et je pense que je me souviendrai toute ma vie. Les cris, les pleurs, le sang, les coups de tir, les bruits du camion, ça restera toujours parce que dès que je vois un camion, dès que j'entends un bruit qui claque fort comme si c'était un tir, oui, donc ça j'ai toujours ces crises d'angoisse, ces peurs, parce qu'en fait c'est resté un traumatisme. Est-ce que tu saurais dire pourquoi est-ce que tu te sentais pas d'aller à l'école pendant J'y allais, mais vu que je me faisais harceler, du coup j'ai arrêté parce que en fait, tout le monde m'harcelait parce que j'étais pas comme les autres. J'avais un doudou, je me faisais pipi dessus, j'avais une tétine. J'arrivais pas à rester en place dans la classe, je faisais des crises d'angoisse. Du coup, ça m'harcelait, du coup, voilà. J'ai arrêté l'école pendant, du coup, du CP, CE1, CE2, CM1. 4 ans. Est-ce qu'il y a des moments où tu arrives à occulter, à oublier ça? À quel moment? Là, le 1er juin, quand on est à la Clairefontaine avec les joueurs de foot, ça m'a fait oublier l'attentat. On était avec les joueurs de foot, on a pris les photos et tout, c'était incroyable. Il y a grave de sorties comme ça qui nous fait oublier des trucs et tout, ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, ce 14 juillet, ça va faire 10 ans. Est-ce que, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens un peu plus apaisée? Est-ce que tu sens qu'il y a une petite évolution? Non, justement.
C'est ce que les psys ils me disent. Normalement, il y aurait une petite évolution, mais moi, je pense pas du tout qu'il y aurait une évolution. Parce que pour moi, c'est comme si c'était hier. D'ailleurs, j'arrive pas à me dire que ça fait 10 ans. Parce que pour moi, c'est comme si c'était hier et je me souviens de tout. Voilà. Je pense pas que ça va changer. Je pense que ça va empirer, justement. Tu penses que ça va empirer? Ouais. Pourquoi est-ce que tu te dis ça? Et je sais pas, c'est... Parce que 10 ans, quand même, c'est énormément. 10 ans, c'est beaucoup, quand même. Mais comme j'ai dit, pour moi, c'était comme si c'était hier. Donc je me souviens de tout, les cris, les pleurs, les visages aussi des gens. Oh, il se passe quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Encore hier soir, où elle avait des images qui lui revenaient, elle n'a pas dormi de la nuit. Et pourtant, on est 10 ans après. Et elle revivait la scène comme si c'était encore hier soir. Parce qu'elle avait cette scène qui revenait et donc elle s'est maintenue réveillée toute la nuit. Elle se rappelle et des fois quand elle a ses reviviscences, parce que malheureusement ça vient sans prévenir, elle hurle « je veux plus voir cette cuisse, je veux plus voir ce bras, maman je veux plus voir cette tête ». Parce qu'en fait elle me raconte qu'elle a vu la tête d'un enfant carrément collée au sol. C'était, voilà, et ça c'est des choses qu'elle n'arrive pas à oublier, Kenza. Parce que quand on survit à ça, c'est vrai qu'on n'est pas mort. Mais quelque chose en nous est mort et on doit faire le deuil de qui on était. Il y a un avant et il y a un après. Que ce soit pour nous, pour nos enfants. Ils étaient des enfants, ils sont devenus d'autres personnes après l'attentat qu'ils ont vécu. On a tous fait le deuil de qui on était avant. La colère ne se dissipe pas. On pense qu'elle s'est dissipée. On pense que... Parce que moi, il y a des moments où je me suis dit « Ah, ça y est, j'ai passé l'étape. » Mais en fait, on ne l'a jamais passé. On ne l'a jamais passé. Parce que c'est tellement inadmissible, tellement violent, tellement cruel qu'on ne peut pas tolérer une chose pareille. Je suis au fond du gouffre. Je ne sors plus de chez moi, je ne sais plus comment je m'appelle, je suis incapable de faire quoi que ce soit. J'ai envie de pleurer tout le temps et j'ai perdu une partie de ma vie professionnelle, j'ai perdu beaucoup de ce que je pensais être des amis. Toute ma vie a été complètement bouleversée. Je me suis retrouvée dans une période où, alors que j'avais un très bon boulot, je me suis retrouvée en dessous du SMIC pendant 6 mois. Et j'étais quasiment en train de mendier dans la rue parce que j'avais... Et tout ça, ça a été épouvantable. Aller mieux, je me bats tous les jours pour le faire. Alors, j'ai des jours où je vais très bien. Mes parents m'ont toujours dit, il ne faut jamais montrer que tu vas mal parce que sinon les gens s'en vont. Ce qui est tout à fait vrai. Donc, j'ai un sourire apparent avec des tas de soucis derrière moi. Beaucoup de personnes, de victimes, vont développer des symptômes d'évitement. Bon, tout simplement, ça peut être de ne plus aller sur la promenade des Anglais, ça peut être de ne plus pouvoir sortir en ville aussi, dans la ville de Nice, mais ça peut être d'autres choses aussi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le trouble de stress post-traumatique ou psychotraumatisme, pour faire large, est considéré comme une maladie chronique. C'est un événement qui peut produire, pas chez tout le monde, plus d'un tiers de la population peut être atteinte de troubles, les autres seront résilients. Chez ceux qui vont développer des difficultés, ça peut durer une grande partie de la vie si ce n'est pas pris en charge. Et puis, ça peut rechuter s'il y a à nouveau d'autres événements de vie traumatiques qui apparaissent. 10 ans après, nous avons encore des nouvelles demandes. Nous avons encore des patients que nous n'avions jamais vus qui arrivent dans notre centre
pour des symptômes qui n'avaient pas été détectés ou qui n'étaient pas apparus. Vous voyez la temporalité du traumatisme, comme c'est compliqué. Ça peut rester muet, en sourdine pendant des années, tout d'un coup, hop, ça arrive, on ne sait même pas vraiment pour quelle raison. C'est un sujet difficile qui avait transparu à travers de nombreux témoignages de victimes et de familles de victimes dans le procès de l'attentat du 14 juillet. Les organes prélevés sur des victimes et jamais rendus aux familles. En fait, j'ai pas la certitude absolue d'avoir enterré les organes de ma fille. Et je sais que de toute façon, c'était très probablement les siens, mais que de toute façon, tous les gens qui ont enterré les organes, ils ont enterré de la bouillie. Parce qu'en fait, les organes étaient... On demandait des tests ADN sur les organes, mais en fait, non seulement ils n'ont pas pu faire les tests ADN, mais en fait, ils ne pouvaient même pas reconnaître les organes. Ils ne pouvaient même pas savoir si c'était un cœur ou un foie, enfin, pour dire dans l'état où c'était. Ma fille qui avait été incinérée, le corps qui avait été incinéré, il n'y avait pas de cerveau, il n'y avait pas de cœur, il n'y avait pas de poumon, il n'y avait pas de... Et que tout ça, 14 organes, pas de corde vocale, enfin, tout ça, c'était dans des seaux à l'Institut médico-légal avec un numéro de scellé. Donc pendant 2 ans, on avait 2 tombes. Ma fille avait 2 tombes à son nom. Il y en a une où il y avait ses cendres et une autre qui était vide en attendant qu'on réceptionne les organes. Et on a tout fait le changement. On a exhumé ses cendres et enterré les cendres et les organes dans un caveau nouveau, voilà. Donc c'était un temps important du procès. Pour moi, c'est un temps important de toute l'histoire de l'attentat du 14 juillet, mais je l'ai traité, on va dire, en une seule séquence. L'été seul défaillit dans son rôle, glacial et venteux. Pas d'explication. Au marché Libé, des gens prétendent qu'il annonçait la mort. Au pôle tourisme, on le somma de garantir la saison. Le soleil fut rappelé, et le surlendemain, l'on pouvait déjà pleurer, à loisir, en maillot de bain, au restaurant Sunset Beach. J'ai vu se transformer ces hommages qui deviennent de plus en plus des moments de rencontres politiques, de rassemblements politiques. Et voilà, je nous ai vu avec les années, nous, à l'hommage de tous les 14 juillet, être placés de plus en plus loin derrière, avec de plus en plus de gens qu'on ne connaissait pas en costard devant. J'ai même fait une blague, je crois, l'an dernier, où il y avait une photo de l'hommage. Là, on voyait l'assistance et je voyais Stéphane Herbst là dans un coin, Anne Muris là, une autre, et tous les autres, c'était il y avait Estrosi, Ciotti, Boré, machin. Et donc j'ai fait une blague, j'ai dit, je les ai entourés, les victimes, j'ai dit, il paraît que certaines victimes du 14 juillet auraient réussi à s'introduire dans la cérémonie d'hommage. Et on est souvent confronté quand même à l'inaction politique, en fait, quand même. Hein. Et au beau discours, mais creux. On est quand même beaucoup à avoir eu ce sentiment de se dire, quand c'est pas à Paris, c'est quand même moins important, quoi. Moi, je n'en démords pas le fait que le 14 juillet, tous les ans, depuis quelques années, il n'y a même pas un tweet d'Emmanuel Macron pour penser aux victimes du 14 juillet 2016. Je trouve ça quand même étonnant. Là, cette année, ça va être les 10 ans, là, ils vont tous nous ressortir et nous dépoussiérer des placards et nous dire, voilà, regardez, oh là là, on pense fort à vous et on sera toujours à vos côtés. C'est à présent que va être lu le nom des 86 victimes décédées le 14 juillet 2016. David Bonnet. Joseph Borja. Remedios Borja. Laura Borla.
tous les jours, tu as une petite pensée Toujours, pour elle? tous les jours. Ah ouais. Ça peut être au matin quand je me réveille, ça peut être dans la journée au travail. Au travail, je fais couler un café, je pense à elle. Ça peut être n'importe quoi. Mais je pense juste à elle. Pas quand elle sourit ou ce qu'elle fait, puisque j'ai plus ce souvenir-là, le son de sa voix, tout ça. Ça, c'est déchirant. Mais je pense juste à elle. Donc j'ai commencé à écrire et puis octobre dernier, je me suis dit pourquoi pas. J'avais envie d'écrire un livre, ça faisait tellement longtemps. J'avais besoin de poser en écrit, je pense, toute mon histoire et ma douleur. Quand j'ai eu le décès de ma sœur, j'ai commencé à écrire des petits mots, etc. Que ce soit en cours ou à la maison, tout ça. Dès que j'étais toute seule, j'écrivais des petits mots ou simplement son nom. Je parle de ma vie d'avant, puis je parle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis devenue, qu'est-ce que j'ai fait, mes victoires, parce que moi je parle en victoire. Comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de choses où je me suis dit je suis tellement inutile que j'ai besoin de me dire que je fais des victoires. Et donc je mets 2-3 petites victoires qui sont peut-être minimes pour certains, mais qui sont énormes pour moi parce que j'ai perdu ma sœur et puis j'étais tellement au fond du trou, je me suis dit je trouverai jamais quelque chose d'utile à faire dans ma vie ou quoi que ce soit. Et au final, j'ai fait tellement de belles choses. C'est aussi fermer un livre sur quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans et puis maintenant je peux recommencer à vivre sans penser à toute cette douleur, toute cette histoire. Maintenant que c'est écrit, bah c'est fini, je l'ai posé et puis on n'en parle plus, c'était il y a 10 ans et puis maintenant on va voir ce que la vie me permet de découvrir et m'offrir quoi. Maintenant tu avances. Maintenant j'avance. J'essaye, quoi. J'essaye de me reconstruire petit à petit. Je pense que ça fera toujours partie de nous. Et quand on a été confronté à autant de laideur, je pense que c'est intéressant de se reconstruire comme ça. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Bah, j'ai trouvé que la ville avait une très belle résilience, très très belle résilience. Que beaucoup de choses ont changé après ça, mais que le travail doit continuer. C'est pas fini. Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? Alors oui, j'ai soit avocate de la défense des enfants, ou sinon travailler dans une IME pour accompagner les enfants en handicap. C'est aussi ça la réponse qu'on donne au terrorisme, c'est que ils vont pas réussir à briser toute notre vie en fait. Et quelque part, ça nous aide aussi à nous relever, parce que c'est difficile de se relever. Mais quand on se dit que c'est pour pas les laisser gagner, bah, ça nous donne un peu de punch aussi dans ce très long chemin de reconstruction. Pourquoi les 10 ans, ça serait plus marquant? En fait, si, les 10 ans, ça fait comme un coup de vieux, comme quand on se prend 10 ans, les anniversaires de dizaines, 10, 20, 30. Mais là, c'est pareil, il y a un coup de vieux en disant c'est le dernier, parce que les 20 ans, ça sera pas pareil, les gens auront oublié, ce sera machin. En fait, c'est le dernier, c'est la dernière grosse cérémonie, ça sera celle-là, je pense.